Les régimes tyranniques, on a souvent l'impression qu'ils sortent de nulle part, qu'ils sont une sorte d'accident de l'histoire. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Ils sont souvent l'aboutissement d'une histoire bien plus intime, bien plus profonde. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va explorer. Les racines psychologiques et culturelles, bref, tout le schéma caché de la tyrannie politique. Et ça nous amène à la question centrale. Comment ? Comment des millions de personnes peuvent en arriver à accepter, et parfois même à désirer, leur propre soumission ? La réponse, comme on va le voir, est bien plus complexe qu'une simple histoire de force brute. C'est beaucoup plus subtil que ça. Bon, pour commencer, partons de ce qu'on connaît tous, de ce qui est le plus familier, la tyrannie visible. Celle de l'État autoritaire avec ses structures, ses méthodes de contrôle. La partie émergée de l'iceberg, si on veut. Les tyrannies modernes, comme des penseurs comme Foucault ou Ellul l'ont bien montré, elles ont tout un arsenal assez sophistiqué. On parle de surveillance généralisée, de propagande qui sature complètement l'espace mental et de stratégies très précises pour briser les liens sociaux. Le but derrière tout ça, il est très clair. Créer des individus isolés, atomisés et donc beaucoup plus vulnérables face au pouvoir central. Et l'effet psychologique de ces mécanismes, il est dévastateur. C'est ce que le psychiatre Hardy Leng a appelé l'insécurité ontologique. C'est un concept puissant. En gros, la peur constante finit par paralyser la pensée critique. La culpabilité, elle, empêche d'agir. L'individu, pour survivre psychiquement, n'a plus vraiment le choix, il doit se soumettre. Mais voilà le point crucial de notre analyse. Cette tyrannie d'État, cette tyrannie visible, elle ne se construit pas sur du vide, pas du tout. Elle repose sur des fondations bien plus anciennes, bien plus profondes et surtout invisibles. C'est ce qu'on va appeler la tyrannie diffuse. Alors, mettons-les face à face pour bien voir la différence. D'un côté, on a la tyrannie politique, imposée par la force, par la peur. De l'autre, on a une tyrannie culturelle, qu'on a intériorisée, qui nous semble presque naturelle. Celle-là, elle n'a pas besoin de police pour s'exercer. Non, elle est maintenue par les normes sociales, par ce qu'on considère comme normal. Le sociologue Pierre Bourdieu a justement mis un nom sur ce phénomène, la violence symbolique. C'est une forme de domination douce, invisible. Elle s'inscrit tellement dans nos corps, dans nos esprits, qu'on ne l'aperçoit même plus comme une domination. On accepte les hiérarchies sans même y réfléchir. Et c'est ça, le véritable moteur de la tyrannie diffuse. Alors, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on la fabrique, cette soumission invisible ? Analysons un peu les ateliers, les usines où se forge notre docilité. Eh bien, tout commence ici, dans ce qu'on pourrait appeler la matrice originelle de la soumission, la cellule familiale. C'est là vraiment que se construit le prototype psychique de tous nos futurs rapports au pouvoir. Dans certains schémas familiaux autoritaires, l'enfant apprend très tôt à confondre l'amour avec l'obéissance. C'est le premier point, il est fondamental. De là, qu'est-ce qui découle ? Un surmoi rigide, cette petite voix intérieure qui juge, qui punit en permanence. L'attachement aux parents devient alors ambivalent, il est teinté de peur, et ce schéma, et c'est vraiment le point crucial, devient le modèle, le prototype psychologique qui nous rendra plus tard vulnérables à toutes les figures d'autorité. Et après la famille, qui prend le relais ? L'école, bien sûr. Loin d'être juste un lieu où on apprend des choses, c'est aussi un espace qui normalise la hiérarchie, la discipline, le contrôle. Pensez-y une seconde. Le système de notes, les sanctions, les récompenses, c'est une forme de conditionnement en fait. On y valorise l'obéissance, la conformité, souvent bien plus que l'originalité ou l'esprit critique. Cette dépendance à la récompense externe, ça nous apprend à chercher l'approbation plutôt que la vérité. En somme, l'école normalise la discipline et la hiérarchie et elle prépare l'individu à accepter ces mêmes structures plus tard dans sa vie pro et sociale. Et puis, il y a la pression sociale. Erich Fromm parle d'une autorité anonyme. C'est le regard des autres, le poids du groupe qui nous surveille en permanence. Essayer de sortir du rang, être différent, c'est souvent immédiatement sanctionné. Cette autosurveillance collective est un instrument de discipline d'une puissance incroyable. Et la liste ne s'arrête pas là, bien sûr. D'autres sphères de nos vies contribuent à ce conditionnement. Par exemple, certaines dérives religieuses peuvent créer des systèmes basés sur la culpabilité. Le monde du travail, très souvent, reproduit des schémas de soumission à l'autorité. Et même la culture de consommation, en nous rendant narcissiquement plus fragiles, nous rend aussi plus manipulables. Bon, maintenant qu'on a bien distingué ces deux formes de tyrannie, la diffuse et l'étatique, voyons comment elles s'alimentent l'une l'autre. C'est une sorte de boucle sans fin. Voilà, la thèse centrale, elle tient en une phrase. Le pouvoir autoritaire extérieur ne fait qu'exploiter les structures de soumission qu'on a déjà construites à l'intérieur de nous. En fait, il vient s'appuyer sur nos peurs, sur notre culpabilité, sur notre dépendance à l'autorité ou à un terrain déjà bien préparé. Et ce processus forme un véritable cercle vicieux. Ça commence avec la culture, qui opprime l'individu. L'individu intériorise cette soumission, il la trouve normale. L'État autoritaire, lui, il arrive et il exploite ce terrain fertile. Et en retour, qu'est-ce qu'il fait ? Il renforce cette culture de la soumission, qui est ensuite transmise aux enfants. Et la boucle est bouclée. Le cycle recommence.
Alors, la grande question, c'est comment on brise ce cycle? Comment on s'en sort? La conclusion de cette analyse ouvre une perspective à la fois puissante et, il faut le dire, assez exigeante. C'est vraiment le point fondamental à retenir de tout ça. Si le problème est plus profond que le simple appareil d'État, alors la solution ne peut pas être uniquement politique. Autrement dit, changer un gouvernement, ça ne suffit pas si les mentalités, elles, restent soumises. La véritable libération, la véritable émancipation, elle se joue donc sur d'autres terrains. Elle est d'abord psychologique. Il s'agit de déconstruire nos propres tyrans intérieurs. Elle est éducative. Il faut réinventer des modèles qui favorisent l'autonomie et non l'obéissance. Et enfin, elle est culturelle et existentielle. Oser affirmer sa singularité, sa différence. Ce qui nous amène à une toute dernière question, une question plus personnelle, une question que chacun peut se poser. Puisque la soumission est d'abord quelque chose d'intériorisé, est-ce que la liberté, elle aussi, ne doit pas commencer à l'intérieur de chacun de nous?